d'une fréquentation croissante. Donc c'est Julien qui va nous présenter donc un projet de gestion de fréquentation multipartenariale donc en contexte périlagunaire. Il y en a environ pour une quinzaine de minutes de présentation. Ensuite, on laissera un temps pour les échanges et les questions. Voilà, laissez votre caméra allumée. S'il n'y a pas de bruit de fond, n'hésitez pas à laisser aussi votre micro allumé. C'est plus vivant. Et voilà. Donc Julien, je t'invite à nous partager ton écran. Et je te laisse la parole. C'est bon? Alors, oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui un petit projet là qu'on a mis en place sur la gestion de la fréquentation sur un secteur vraiment en bordure de lagune, sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, donc le syndicat Rivage dans lequel je travaille, il a 3 principales missions. L'animation du SAGE, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'animation d'une stratégie de gestion sur les zones humides et l'animation de plusieurs sites Natura 2000, dont le complexe lagunaire. Vous avez les périmètres là, qui sont repris ici sur la carte. Donc c'est assez intéressant, hein, je fais une petite aparté, mais c'est assez intéressant de pouvoir gérer ces 3 démarches au sein de la même structure. Au niveau du site donc là dont je vais vous parler, donc il se situe vraiment sur la bordure sud de l'étang de Salles-le-4, de la lagune de Salles-le-4. Il est complètement intégré dans le périmètre du site Natura 2000 complexe lagunaire de Salles-le-4, situé sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et au niveau du foncier, vous avez la carte là, qui présente un peu le statut foncier du site. Donc on est à cheval entre des parcelles en rose qui appartiennent à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, et on est également sur une partie du domaine public maritime, donc la parcelle en verte, qui est géré par les services de l'État, donc le gestionnaire, la DDTM 68. Donc au niveau du contexte sur le site, donc sur le site, on a un grand ponton qui correspond à une ancienne base d'hydravion, le ponton Latécoère, que vous avez représenté là ici avec une photo historique, une photo récente et également sur la carte présentée ici. Le site est très très prisé par les activités nautiques, de par sa configuration. On est vraiment un site sous le vent avec une profondeur assez faible, qui permet à des pratiquants un peu débutants de pouvoir pratiquer. Donc principalement par le kitesurf, mais on a également un peu de windsurf, de paddle. On a plusieurs écoles aussi qui utilisent le site, ce qui induit en plus une fréquentation encore plus importante. Alors là, notre aparté, on a remarqué depuis la fermeture des frontières l'année dernière que le site est de plus en plus fréquenté, parce que beaucoup d'adeptes de kitesurf notamment partaient à l'étranger en été, souvent pour aller vers des destinations comme le Brésil. Là, du fait de la fermeture des frontières, tout le monde se rabat en France, et on craint un petit peu dans les années à venir que les gens se soient rendus compte de l'intérêt vraiment des sites en France pour ces activités-là, et que du coup, on évite de partir à l'étranger pour rester un peu ici. Ce qui induit vraiment des sites surfréquentés, voire même dans notre cas ici à Saint-Laurent, saturés, quoi. Le site est aussi utilisé par des promeneurs, et on a aussi la présence d'engins motorisés qui viennent un peu utiliser le site, engins motocross, quad, etc. Au niveau des aménagements qui sont présents, il n'y en a aucun. Tout petits aménagements, mais qui sont vraiment qui sont créés un peu machinalement, naturellement. On n'a aucune gestion de la fréquentation et aucune gestion du stationnement. Donc ça induit, comme vous le voyez sur la photo en haut de l'écran, un stationnement complètement anarchique sur la zone. Au niveau des enjeux de biodiversité, donc là je fais un premier point focus sur les habitats naturels. Donc on retrouve un peu les habitats naturels d'intérêt communautaire un peu classiques, j'ai envie de dire, sur les pourtours d'une lagune. Donc des fourrés halophiles méditerranéens, des prés salés, quelques secteurs de dunes fixées, et notre lagune côtière qui est un habitat d'intérêt communautaire à part entière. Je fais juste une autre aparté sur la carte que je vous présente ici. Donc on n'a pas fait de diagnostic écologique spécifique à ce projet de gestion de la fréquentation, dans la mesure où on est en train de revoir nos données écologiques du DOCOB. Donc là, je vous ai présenté une carte qui est en cours d'acquisition sur un projet de cartographie d'habitat naturel via l'utilisation du machine learning sur une étude qui est en cours entre un bureau d'études ICI et le Conservatoire botanique. Donc c'est pour vous montrer un petit peu voilà, le grain des cartes qu'on arrive à obtenir par ces méthodes-là, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre valorisation, ce travail-là. Mais voilà, je voulais vous en parler. Au niveau de l'état de conservation des habitats naturels, donc on est sur des enjeux, sur des états moyens, voire très mauvais, principalement dus au piétinement et à la présence d'espèces envahissantes.
Sur les enjeux biodiversité, plutôt faune, donc on est sur un site très intéressant pour les arolinicoles. Vous voyez à l'est du site, on a des seiches qui se créent naturellement, qui sont hyper attractives pour les arolinicoles coloniaux. Vous avez ici une colonie de Cernulaine qui s'installe tous les ans. Plusieurs échassements qui viennent nicher sur les berges de l'étang et du gravelotte interrompu. À l'ouest du site, donc à proximité du ponton Latécoère, on a également des vasières qui sont très intéressantes pour leur alimentation. Avec la zone de départ de kitesurf qui se situe vraiment au milieu de ces deux secteurs-là. Donc les enjeux de conservation pour les habitats d'espèces sont de la même manière que pour les habitats naturels, un moyen, un mauvais, surtout dû au dérangement dû à la fréquentation qu'on a en présence ici, et également la variation des niveaux d'eau qui n'est pas du tout maîtrisée puisqu'on est vraiment sur la lagune, avec aucune gestion des niveaux d'eau possible, ce qui peut induire lors de gros coups de mer en mai ou en juin des variations qui viennent inonder un peu les nichés et qui viennent causer des échecs de leur production. Donc les menaces qui sont induites par la fréquentation et en lien avec les enjeux qu'on a en présence sur le site, donc c'est la création de beaucoup de pistes et chemins complètement anarchiques, vous les avez représentés là en marron sur la carte. En fait, ils sont créés directement au droit des zones de stationnement qui se sont créées naturellement également. Ça induit un piétinement de la végétation et une fragmentation des différents habitats naturels qu'on a sur le site. Un dérangement de la faune, notamment en période de reproduction, qui est vraiment la période sensible. Et ça induit également un problème de sécurité entre les usagers, puisqu'on a pas mal de conflits d'usage, des promeneurs versus des activités nautiques, ou également des activités nautiques avec des zones sur des zones de pêche. La zone est aussi utilisée par des pêcheurs. Donc voilà, les objectifs un peu classiques sur ce type de projet, donc c'est mettre en défense les habitats les secteurs les plus sensibles, et couplé avec des actions de sensibilisation du public. Donc ça, c'est deux actions qui sont visées dans le document d'objectifs. Dans tous les documents d'objectifs en site lagunaire, on a à peu près les mêmes opérations qui sont ciblées. Et un deuxième objectif qui est lui plutôt affiché par la commune, qui est de continuer d'accueillir ces usagers, puisque sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque, il y a une seule façade maritime liée à l'étang de Sers-le-Cac, c'est ce secteur-là. Avec un objectif visé économie un peu plutôt de la commune, de mettre en place une base nautique sur le secteur et de continuer d'accueillir ces usagers-là. Parce que ça rapporte, il y a beaucoup d'écoles qui sont liées à ces pratiques-là, donc ça rapporte un petit peu d'économie à la commune. Les objectifs un peu plus opérationnels de ce projet-là, donc mettre en défense les secteurs les plus sensibles, c'est pour limiter le dérangement, limiter le piétinement et la fréquentation, mettre en place des zones de quiétude pour la faune, créer alors après les objectifs plutôt pour la commune, de créer une zone d'accueil du public, mettre en place une signalétique adaptée et impliquer les usagers dans la gestion du site. Alors pour répondre à ces objectifs-là, on a ciblé deux appels à projets qui étaient complémentaires. Un premier appel à projet qui était spécifique au département des Pyrénées-Orientales, un appel à projet Construisons bois qui visait la mise en place de mobilier bois sur le département. Et un deuxième appel à projet qui est lui un peu plus classique, des contrats Natura 2000. On a visé deux types d'opérations pour ces contrats Natura 2000-là. L'opération N24 pays qui concerne des travaux de mise en défense et de fermeture des accès. Et la N26 pays qui est souvent complémentaire à la première, qui concerne la mise en place d'aménagements qui visent à informer les usagers pour limiter leur impact. Donc, je vais vous présenter ces aménagements. Donc, le choix des aménagements a été réalisé grâce à plusieurs réunions de concertation. Dans un premier temps, entre le propriétaire et les gestionnaires du site. Donc, on est sur un site à cheval, propriété communale et DPM, donc commune DLTM 66. Et au niveau des gestionnaires du site, on a deux principaux gestionnaires qui sont le syndicat Rivage et la communauté d'agglomération la métropole de Perpignan-Méditerranée. Et du coup, les usagers sur le site, on a pu réunir les différentes écoles de kitesurf. On a également réussi à réunir les pratiquants libres. Certains pratiquants libres, il y a des usagers qui sont très réguliers sur zone. On a pu les identifier et les faire intervenir à ces différentes réunions de participation, de concertation. Et également les militaires, puisqu'on est juste à proximité d'un grand terrain militaire avec certains accès à l'étang qui sont utilisés par les militaires ici. Les besoins qui sont sortis de ces différentes réunions de concertation, donc c'est de mettre en place des aménagements qui sont sécuritaires pour les usagers,
C'est vrai que sur des zones utilisées par le kitesurf, ça peut dans certains cas être problématique la mise en place d'aménagements, surtout à proximité directe de la lagune. On a identifié le besoin de créer une espèce de jauge maximale sur le site dans la mesure où il était saturé et que clairement la configuration du site ne permettrait pas d'accueillir plus de public. Donc on a souhaité travailler sur la gestion du stationnement qui permettrait de contraindre le nombre de personnes sur zone. Et du coup, tout un compromis entre l'accueil du public et la mise en place de zones de quiétude. Donc là, ça a été des compromis à mettre en place entre les usagers et les gestionnaires pour essayer de définir des limites au niveau de la fréquentation. Donc les aménagements visés. Donc, je vais vous présenter deux cartes là qui sont liées aux différents appels à projets. Donc le premier appel à projet, le contrat Natura 2000, qui visait lui, comme tous les contrats, la mise en défense d'habitats ou d'espèces d'intérêt communautaire spécialement. Donc l'idée, c'était de mettre en place des ganivelles pour gérer la fréquentation et limiter l'intrusion dans les habitats naturels. Donc vous avez là ici les ganivelles qui sont inscrites en violet sur la carte. On a complété ce dispositif de mise en défense par des lisses bois basses qui sont vraiment à proximité directe de la lagune. Ça a été le compromis avec les usagers pour éviter que les ailes de kitesurf viennent se prendre dans les ganivelles et du coup induire un problème de sécurité pour les pratiquants. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout le compromis entre un dispositif de mise en défense efficace et un dispositif qui peut être un petit peu moins efficace. Clairement, la mise en défense par lisse bois basse, elle se traverse facilement, mais ça a été le compromis pour que ça soit plus sécuritaire pour les usagers. Et dans ce contrat Natura 2000 là, on a visé également la mise en place de panneaux d'information, donc des pupitres sur les secteurs qui étaient les plus intéressants pour la biodiversité pour sensibiliser un petit peu le public à sa fréquentation. Au niveau des aménagements visés par l'appel à projet Construisons bois dans le département des PO, donc on a complété, en fait on a mis en place tous les aménagements qui étaient vraiment liés à l'accueil du public, pour faire le lien avec les aménagements qui visaient la mise en défense par le contrat Natura 2000, donc des lits de bois basses qui permettaient de matérialiser des cheminements piétons le long de la principale piste d'accès au site. Vous les avez en marron sur la carte. Des ganivelles qui venaient vraiment matérialiser des zones de stationnement. On a créé 5 poches de stationnement sur le site. Et du coup, du mobilier bois qui permettait de vraiment créer une zone d'accueil du public sur la zone, donc à proximité des zones les moins sensibles pour la flore et la faune, donc vraiment au droit du ponton latécoère, là, des tables de pique-nique et un dispositif de signalétique sur la zone pour acheminer le public vers les zones qui étaient réservées pour ceci. Donc voilà la carte globale des aménagements qui fait lien avec les deux appels à projet. Donc les aménagements, du coup, mettre en place deux zones de quiétude intéressantes. Donc la zone de quiétude complètement à l'est du site, qui est vraiment à proximité des zones de reproduction des larolimicoles, à proximité des sèches. Une zone de quiétude pour les zones d'alimentation sur les deux vasières à proximité du ponton latécoère. Et des secteurs mis en défense pour les habitats naturels, juste en arrière de la zone de départ de kitesurf. Donc juste à noter que ces aménagements qui sont sur le domaine public maritime doivent faire l'objet, en lien avec ces appels à projets, d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Donc ça, c'est des demandes qui sont faites auprès des services de l'État. Et du coup, pour la zone d'accueil du public, il y a également une AOT, une autorisation d'occupation temporaire du domaine communal, pour le coup, qui a été octroyée par la commune pour installation d'une école de kitesurf donc, durant toute la saison du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc ça, on a trouvé intéressant de travailler aussi à la mise en place de cette AOT. Ça permet à la fois d'avoir une personne qui est tout le temps présente sur le site et qui peut relayer les principales informations qu'on voudrait faire passer. Donc là, il y a une installation d'une petite base de kitesurf avec l'installation de 2 conteneurs qui permet de faire un peu le rôle de ce qu'on appelle beach marshal sur la zone, donc d'accueillir le public, de pouvoir le sensibiliser. Donc en plus de ces aménagements, on a travaillé également sur la réglementation sur ce site-là. Donc la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque a pris un arrêté municipal qui permet de restreindre les accès pédestres et motorisés
en période de reproduction des oiseaux, donc du 1er mars au 31 août. Vous avez sur la carte le plan de fréquentation là du coup qui est repris, donc avec le gros trait en rouge qui correspond aux zones mises en défense pendant cette période-là. Et également qui vient restreindre la circulation d'engins nautiques non motorisés, puisque c'est de la compétence du maire dans la bande des 300 mètres. Donc avec une zone là assurée que vous voyez autour des sèches, des zones de reproduction, qui permet de restreindre les usages nautiques sur la zone. Dans la mesure où la circulation des engins nautiques motorisés était plutôt de la compétence du préfet maritime, on a complété cet arrêté municipal par un arrêté préfectoral du préfet maritime qui est en cours de signature, qui prévoit donc de restreindre les engins nautiques motorisés et également les activités de plongée sous-marine sur le secteur. Et en lien avec cet arrêté, quand il sera pris, on mettra en place un balisage nautique. Vous avez la petite carte en bas à droite de l'écran qui permettra de matérialiser la zone pour les personnes qui arriveraient depuis l'étang directement. Donc là, ça nécessitera également la prise d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour la mise en place de 4 bouées nautiques sur le secteur. Petit aparté aussi par rapport à la circulation des engins nautiques. Depuis 2017, les zones de kitesurf la circulation des kitesurf est autorisée à plus de 5 nœuds sur toutes les lagunes méditerranéennes. Donc c'est l'arrêté du préfet maritime qui a changé. Avant, il était contraint à 5 nœuds et par dérogation des communes, on pouvait mettre en place des zones d'utilisation par ces engins-là à plus de 5 nœuds. Donc depuis 2017, potentiellement les activités kitesurf, planche à voile sont autorisées partout. Donc on a pris nous le principe de mettre en place des zones de mise en défense, des zones d'interdiction d'accès pendant les périodes de reproduction des oiseaux sur les secteurs les plus sensibles sur le pourtour de la mer. Donc là, il y a actuellement un arrêté du préfet maritime qui vise à reprendre toutes ces zones d'interdiction au sein d'un même arrêté, qui sera beaucoup plus pratique pour le contrôle et la surveillance. Voilà, donc au niveau de la conclusion, j'en arrive à la conclusion. Donc l'idée de ce projet, c'est de mettre en place une action multifinanceur en fonction des types d'opérations qui pouvaient être sollicitées. Du coup, clairement, certaines opérations n'auraient pas pu être financées via le contrat Natura 2000, puisque ça visait l'accueil du public en direct, qui était un petit peu en contradiction avec la mise en défense des habitats d'intérêt communautaire ciblés par le contrat Natura 2000. Une action également multi-enjeux, multi-usagers, puisqu'il a fallu trouver un compromis entre accueil du public et mise en place de zones de quiétude. Ça a été vraiment des discussions là qui ont duré presque 1 an entre les usagers pour trouver le bon compromis d'utilisation de la zone. Et une action multi et trouver entre Julien, tu as été aménagement et je ne sais pas si ça a été pour tout le monde pareil, mais moi j'ai loupé les 15 dernières secondes. Il y a eu un blanc. C'est bon, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Parce qu'un compromis entre l'accueil du public et la mise en place de zones. Ah. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est parce qu'il y a eu un décalage, je crois. Excusez-moi, Julien. C'est bon, on t'entend là. D'accord. Donc je reprends une action multi-enjeux également et multi-usagers, puisque c'est un compromis entre accueil du public et mise en place de zones de quiétude. Ça a été à peu près 1 an de réunion entre les différents usagers pour définir les limites des zones de quiétude sur la zone. Et une action enfin multi-aménagement, puisque c'est le compromis entre des aménagements qui sont vraiment efficaces en termes de gestion de la fréquentation et des aménagements qui sont plutôt sécuritaires pour les usagers. Pardon. Donc au niveau du partage de l'information, ce projet-là, mais j'en ai travaillé sur d'autres aussi en gestion de la fréquentation depuis 2010. S'il y a des personnes intéressées, je peux mettre à disposition les différents mémoires explicatifs ou cahiers des charges des travaux qui sont liés à ces contrats Natura 2000. J'ai également un bon annuaire d'entreprises prestataires potentielles, donc si ça vous intéresse, je peux aussi les partager. Et je voulais juste finir sur le fait que, donc, via l'association Natura 2000 Occitanie, on a mis en place un drive qui permet de partager justement ces différents documents sur différentes thématiques. Et on pourrait tout à fait être amené à mettre en place une thématique spéciale sur la gestion de la fréquentation. Je vous ai remis ici l'adresse du drive que je vous partagerai. N'hésitez pas, si vous avez des projets intéressants, à les mettre en ligne sur ce drive pour que les différents chargés de mission Natura 2000 d'Occitanie puissent les récupérer. L'idée, c'est de mettre en place vraiment
un partage d'outils concrets, quoi, pour qu'on puisse être plus efficace dans notre travail au jour le jour. Voilà. Et merci Julien. Je me permets rapidement, du coup, ce drive, il est accessible aussi aux personnes qui ne sont pas gestionnaires de site Natura 2000 et ils peuvent également déposer des documents. Oui, bah, vous pouvez tout à fait nous les envoyer et puis nous on les publiera là-dessus, ouais, bien sûr. Oui, D'accord, on peut l'ouvrir à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Je te propose peut-être d'enlever le partage d'écran pour qu'on se revoie tous et de laisser du coup les participants poser des questions s'ils en ont. On peut se donner voilà un bon quart d'heure, je pense, pour les questions. Moi j'en ai une. Je sais, j'ai pas de chat, donc j'ai pas pu la poser par écrit. Désolé. Ça doit être une autre version. De toute façon. D'accord. Moi j'ai une question sur la jauge. J'ai entendu parler d'une jauge maximum d'usagers sur le site et j'aimerais bien savoir comment est-ce que, quels ont été les critères utilisés pour établir cette jauge. Pas de critères très précis. On voit tout simplement qu'en fait il n'y a plus de possibilité de stationnement. C'est la capacité du parking qui fait la jauge, c'est ça? C'est le stationnement qui fait la jauge et surtout la zone de départ de kitesurf sur le secteur, elle n'est pas extensible, elle n'est pas énorme. Et quand le parking sature, les gens se marchent dessus et ça crée vraiment des problèmes de sécurité sur le site. Ok, merci. Nathalie, tu as posé une question dans le chat, mais je t'invite à la poser à l'oral. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc du coup, ma question portait sur les indicateurs de suivi mis en place dans le cadre de ce grand travail, parce que j'ai bien conscience que ça prend du temps. Est-ce qu'il y a eu un peu un état des lieux avant et du coup après, avec des indicateurs permettant de voir effectivement le résultat, j'imagine, positif sur les habitats suite à l'aménagement et voir la sensibilisation. Alors, du coup, le projet, il est encore en cours. Du coup, il n'est pas tout à fait finalisé. Il sera finalisé à la fin de l'année. Donc, ce qui tombe super bien, c'est qu'on a mis à jour la carto habitat naturel là en 2021. Donc, on aura vraiment une carto habitat naturel réalisée avant aménagement. Et du coup, quand on mettra à jour la prochaine carto, on aura l'état de conservation après. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de cette mise à jour cartographique, il y a des relevés phytosociologiques qui ont été réalisés et il y a pas mal de relevés phytosociologiques qui sont directement présents sur zone. Donc ça nous permettra de suivre des placettes dans le temps après aménagement. Est-ce que, voilà, ouais, pardon. Non, déjà, visuellement, vous avez pu faire des observations positive et un peu radicale du changement là Alors vis-à-vis de la faune, donc le site des Seiches de Saint-Laurent là est suivi dans le cadre du projet Larimed tous les ans. Donc on peut évaluer le succès reproducteur, c'est souvent en lien avec les dérangements qu'on a pu avoir. Malheureusement l'année dernière c'est une année un peu particulière avec le confinement. On a eu également des grosses variations du niveau d'eau qui ont fait échouer toutes les colonies sur le site l'année dernière. Donc non, on n'a pas réussi à faire vraiment de lien direct avec la mise en place des aménagements, mais je pense que ça sera à suivre dans le temps, cette partie-là. Merci. Et je suis preneuse des documents. Pas de problème. Oui, du coup, les documents, tu vas les mettre sur le drive je peux les mettre sur le drive, pas de souci. Ouais, je pense que ça serait intéressant, effectivement, de faire un dossier fréquentation, parce que c'est une problématique auquel on est nombreux à être confrontés, quoi. Et autrement, oui, quand il y aura les aménagements, enfin, je sais pas s'ils sont déjà tous posés ou pas encore. Une partie, pas toutes. Ok. Ouais. Tu sais quand est-ce que ça sera fini ou pas? Normalement, fin de l'année, là. Là, du coup, on a restreint par le fait qu'on est sur une période sensible là, en ce moment, donc on reprendra les pauses à partir du mois de septembre-octobre. Ok, ouais, ça m'intéresserait de venir les voir, quoi, du coup. Je suis pas trop loin. Ça marche. Sophie?
Ouais. Moi, j'avais une question. Tu as pas mal parlé du fait que vous avez fait des réunions de concertation avec les usagers du site pour essayer de trouver des compromis. Vous avez fait comment pour les capter? Enfin, je veux dire, les personnes, du coup, je pense, qui font du kitesurf ou qui fréquentent le site. Et tu as parlé de réunions et du coup, vous avez une bonne participation aux réunions. Vous avez fait de l'information directe sur le site. On a eu une très bonne participation, déjà parce que ce site, je le suis, comme c'est vraiment la zone principale zone de repos des Larolimi sur la lagune, j'y suis souvent. Donc les usagers, j'apprends vite. Avec la présence sur le site, on a réussi à rencontrer des personnes. Ah, vous m'entendez? Tu es coupé de temps en temps. D'accord, ouais, j'ai une connexion un peu instable. Je disais, de par la présence sur le site en termes de suivi ou même des différentes sessions de terrain que j'ai fait sur la zone pour identifier les aménagements, ça m'a permis d'identifier des personnes ressources très rapidement. Et c'est vrai que j'ai un réseau un petit peu informel qui s'est créé sur la zone avec des gens qui se sont un peu pris à cœur pour le projet et qui se sont un peu sentis intéressants. Parce que souvent, on arrive à capter les écoles ou les professionnels qui utilisent les zones, mais c'est un peu plus dur avec les pratiquants libres. Et là, pour le coup, on a eu un représentant des pratiquants libres pour le windsurf, pour le kitesurf, pour le paddle. Donc, ça a été des personnes qui ont fait le relais sur le site. Et comme ils utilisent le site très régulièrement, ils ont pu aussi, eux, communiquer sur les aménagements qu'on prévoyait sur zone. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait un retour vraiment très régulier de qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qui serait pas intéressant. Ça a été jusqu'au même au placement des panneaux directement, ça s'est réalisé avec ces personnes-là, quoi. Ok, merci. Donc, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est de la présence sur le terrain. Du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu des formes d'ambassadeurs de cette problématique, justement, parmi ces usagers? Ouais. Et j'étais un peu même étonné de la manière où ces ambassadeurs ont eu vraiment le consensus de tout le monde assez rapidement sur la zone. Donc c'était en gros les usagers locaux souvent qui utilisaient la zone presque au quotidien, quoi. Comme ces personnes-là connaissaient presque tous les autres pratiquants, en fait, ils se sont très vite fait le relais, quoi. Et c'est précieux parce qu'effectivement, je me posais la question de comment vous étiez arrivé à trouver assez rapidement, tu disais, un accord sur les zones effectivement de mise en défense, vraiment où il était interdit de faire du kite, etc. et les autres. Donc bien évidemment, c'est en fonction des enjeux. Donc j'imagine que c'était pas, on faisait pas ce qu'on voulait et d'arriver à avoir un consensus. C'est pas spécialement que en fonction des enjeux. En fait, la zone de sèche, elle a la particularité d'être une zone très peu profonde et du coup un peu dangereuse aussi pour les pratiquants qui connaissent pas la zone. Donc en fait, le lien s'est fait assez facilement et même justement, ça a permis aussi de faire le lien avec la sécurité de la navigation sur la zone. Et en fait, il y a déjà eu cet aspect sécurité par des enjeux avifaune, ça a été tout de suite bien perçu, quoi. Ah oui, du coup, vous avez eu la chance que ça se croise. Ça a facilité. Ouais, ça a été un peu plus difficile pour la zone d'alimentation, là, vraiment autour du ponton Latécoère, les zones de vasières. Mais bon, ceux-là, voilà, moi je suis allé sur le terrain plusieurs fois avec ces personnes-là et je leur ai montré que les oiseaux étaient présents sur zone et que quand ils s'approchaient avec les kite, ça s'envolait. Donc ils pouvaient pas trop nier le fait les impacts qui étaient visibles, quoi. Une des conclusions, c'est que la présence sur le terrain et la sensibilisation et la connaissance des personnes sur site est forcément primordiale. Donc du coup, besoin de temps et besoin d'animation. Ouais. Pour répondre à ta question, Mélina, du coup, je vois dans le chat que sur quel motif a été rédigé l'arrêté municipal sur le dérangement d'espèces protégées. Donc, code de l'environnement et mise en œuvre du DOCOM. Ok. Tu pourras nous partager l'arrêté? Parce que moi, j'avais demandé une question juridique à notre service juridique qui nous avait dit que le maire était pas, avait pas le pouvoir de faire un arrêté autre que sur des motifs de sécurité, sûreté, salubrité. Enfin, mon service juridique m'indiquait que sur les motifs écologiques, c'était pas possible de prendre des arrêtés municipaux. Donc, ça m'intéresse que tu me partages le document. Ouais, pas de problème. Si je peux compléter là-dessus, effectivement, normalement, une commune ne peut pas, un maire ne peut pas prendre un arrêté sur la faune, la flore ou sur les habitats naturels. C'est uniquement de la compétence du préfet. Alors, si je peux me permettre, il y a un amendement qui vient d'être voté il y a très peu de temps
tout récent. Et oui, c'est très récent. Et effectivement, c'est le sénateur Bignon qui a porté l'amendement, poussé fortement, notamment par le parc national de Porquerolles. Donc maintenant, c'est possible. Voilà. Donc sachez-le. J'ai pas les références du texte. Si ça vous intéresse, il faudra qu'on fasse quelques petites recherches. Mais maintenant, c'est possible. Oui, puis je pense que ça va intéresser un certain nombre de personnes parce que, voilà, pour l'instant, les arrêtés préfectoraux, c'est un peu compliqué de les mettre en place. Donc, effectivement, s'il y a des solutions communales avec une réglementation communale, ça peut être une bonne solution. Ouais. Et du coup, ces arrêtés ont été bossés avec l'OFB et du coup, on a mentionné dans les considérants de cet arrêté l'article du Code de l'environnement de donner la compétence d'intervention à l'OFB. Pas uniquement en lien avec l'arrêté municipal, mais en lien vraiment avec le Code de l'environnement, donc avec des contraventions de quatrième classe, quoi, potentielles. D'accord. Je veux bien les arrêter, je veux bien tes arrêter, Julien, mais je veux bien aussi, si jamais vous pouvez me faire passer les textes, effectivement, qui sont les nouveaux textes de loi qui sont sortis, qui donnent la compétence au maire, je suis preneur également. Alors, ça marche. Je viens de mettre dans le chat l'article en fait qui est sur Actu Environnement voilà, espace protégé, le maire pourra réglementer l'accès en cas de surfréquentation. Laurence, si on parle bien du même, en fait l'article devrait être adopté le 4 mai en première lecture. Donc en fait c'est en cours. Je ne sais pas si ça a encore été vraiment validé, mais l'idée est bien effectivement que le maire puisse réglementer l'accès en cas de surfréquentation. On fera valider ça par le service juridique. On va trouver. Autrement, sur la concertation, Julien, du coup, tu as dû faire plusieurs réunions, j'imagine. Est-ce que tu as mis en place des réunions un peu différentes, des réunions un peu classiques, participatives et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place, quel outil tu as utilisé? Alors, j'ai fait en fait beaucoup de réunions sur le terrain directement. Ouais. Ouais. Plus que des réunions, voilà, il y a eu deux plénières qui nous ont permis vraiment de valider un peu officiellement avec la présence du maire et des différents adjoints des aménagements pour répondre aux appels à projets. Mais la plupart des réunions s'est faites directement sur le terrain. Ok. Et c'est vrai que même les élus se sont déplacés sur le terrain. Et ça, c'est vrai que ça a été très très bien perçu de par les usagers. Voilà, il y avait vraiment une volonté de bosser ensemble entre élus et usagers. Par rapport au parking, moi j'ai une petite question. On voit un certain nombre de sites en fait qui adoptent des parkings avec barrières, avec un système effectivement payant pour limiter justement l'accès, que la commune du coup elle ait un gain également en parallèle. C'est quelque chose que vous aviez abordé, réfléchi ou pas du tout? Est-ce que ça non, les élus, je leur en avais parlé, mais les élus n'étaient pas du tout favorables à rendre le site payant, quoi. D'accord. C'est leur seule façade vers l'étang, donc c'est la seule zone naturelle un peu de la commune. Donc la rendre payante, je pense que ça aurait élevé. Ça aurait été mal vu. Hein. Ça aurait été très mal perçu. Ouais. Après voilà, je voulais vraiment insister sur le fait aussi que le fait qu'il y ait une école qui soit présente H24 dessus, c'est ce qui va permettre de beaucoup, enfin c'est ce qui a déjà permis de beaucoup faire accepter le projet parce que il y a clairement des explications. C'est vrai que les panneaux c'est intéressant, mais quand on a quelqu'un qui vient expliquer la genèse du projet et tous les problèmes auxquels on a déjà réfléchi en fait, ça c'est vraiment vraiment intéressant. Souvent sur les zones comme ça utilisées par les activités nautiques, la présence d'un beach marshal elle est vraiment très efficace quoi. La présence sur le terrain toujours. Accueillir plus de monde parce qu'on a un service qui est proposé, mais bon voilà, c'est des compromis qui a été décidé ici. Quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon le lien est fait avec la future présentation de Mathieu par rapport à la réserve. Encore une question pour Julien éventuellement avant qu'on passe du coup à la parole à Mathieu.
Non. Bon, ben c'est parfait. On tient le timing. Mathieu, je te laisse partager ton écran. D'accord. Bon, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc effectivement, on va plutôt parler là de présence humaine sur le terrain. Donc juste pour vous présenter un petit peu le contexte rapidement. Donc la réserve naturelle a été créée, là c'est jeune, elle a été créée en juin 2015 au bord de l'agglomération toulousaine sur 11 communes et 4 intercos, Toulouse Métropole, Sicoval, Murtin-Allo et comité de communes du bassin Torivin. Elle fait à peu près 600 hectares sur 15 km de long, bordure de Garonne et d'Ariège. On est sur du foncier à la fois privé et public, sachant que majoritairement c'est du public, notamment le domaine public fluvial, donc propriété de l'État. Et donc on est sur des milieux fluviaux, zones humides, zones d'expansion de crues en grande partie, et aussi en rive droite du cours d'eau, on a des coteaux et des falaises avec des milieux plutôt secs, voire méditerranéens par endroits, donc avec des enjeux écologiques et biodives qui ont justifié le classement en réserve naturelle. Mathieu, excuse-moi, je t'arrête parce que je sais pas pour les autres participants, mais du coup, moi j'ai une connexion très mauvaise, on voit pas ta présentation et on t'entend un peu assuré. Ouais, c'est pareil. Présentation de la réserve. Donc oui, jeune réserve créée en 2015, 600 hectares de périmètre classé sur 15 km de long en bord de Garonne et d'Ariège. Donc ça couvre 11 communes aux portes de l'agglomération toulousaine. 4 intercos, donc Toulouse Métropole, le Sicoval, communauté d'agglo du Murtin et communauté de communes bassin Torivin. On est à la fois sur du foncier privé et public, sachant que le public a plus grande part, et notamment le domaine public fluvial, donc propriété de l'État. Et on couvre donc des milieux fluviaux, zones humides, champs d'expansion de crues majoritairement, et aussi en rive droite des cours d'eau, des milieux plutôt secs, voire méditerranéens par endroits. Donc une concentration d'enjeux écologiques sur ce petit corridor qui ont justifié le classement en réserve naturelle. Donc si on passe aux diapos suivantes, donc sur la fréquentation de la réserve, en termes d'affluence, avant 2020, parce que comme tout le monde l'a dit, 2020 a été un peu particulier, on était autour d'une affluence estivale autour de 40 000 visiteurs, hors visiteurs qu'on appelle itinérants, donc type randonneurs ou vététistes, parce qu'on n'a pas de comptage à ce jour fiable. À peu près 10 000 kayakistes aussi sur les rivières. Donc c'est des sites qui sont surtout fréquentés le week-end et les après-midi, début de soirée, et avec plusieurs pics de fréquentation les week-ends dès qu'il fait un peu beau, à partir de mi-mai jusqu'à mi-septembre. On est sur une augmentation continue depuis plusieurs années de la réserve naturelle, et donc 2020 assez particulier avec une augmentation de 50% par rapport aux années précédentes. D'après nos comptages. Donc on a plus de 60 000 visiteurs estimés entre 15 juin et 15 septembre. Toujours pareil, hein, ça c'est des comptages de parking, donc ça compte pas forcément tous les usagers, mais ça donne une estimation et surtout ça nous permet de voir une évolution entre chaque année. Et ce qu'on constate aussi, ce que disaient certains d'entre vous par ailleurs, c'est une augmentation de la fréquentation même hors saison. Donc c'est-à-dire que depuis novembre dernier, on a des chiffres qui correspondent à des week-ends même d'été, donc on a une fréquentation qui s'étale maintenant sur toute la saison. Juste en diapo suivante, quelques chiffres pour illustrer ça. Hein. En fait, on fait des comptages de véhicules sur certains parkings dédiés à la visite de la réserve naturelle, donc avec des augmentations, vous voyez, depuis 5 ans, et avec des pics aussi de plus en plus importants. Et pareil, comme disait Julien derrière, des stationnements anarchiques qui se créent avec une saturation de certains équipements et une saturation aussi des sites par endroit. Diapo suivante, juste pour vous illustrer le phénomène de pic, hein, on est vraiment sur une fréquentation, on n'est pas sur du tourisme comme on peut avoir en bord de mer, mais plutôt un tourisme local, donc c'est des gens qui ne partent pas forcément en vacances l'été ou qui travaillent encore et qui viennent après se détendre sur la réserve naturelle le week-end ou en fin de soirée. Et c'est très lié aussi aux conditions météo, vous vous en doutez, donc température ou jour de vent ou de pluie.
En diapo suivante, c'était pour vous donner, on a des chiffres un peu plus anciens sur certains sites de la réserve naturelle qui sont donnés par la communauté d'agglo du Sicoval. Et là, même constat, hein, on a une augmentation de la fréquentation estivale notée, que ce soit en moyenne ou en termes de nombre de pics de fréquentation aussi. Alors derrière, en termes de cette fréquentation, on a quelques problématiques corollaires, notamment sur les aspects baignade et activités nautiques. Donc sur cette diapo, vous avez quelques photos qui illustrent ça, donc avec des pratiques dangereuses comme des zones de cascade qui sont dangereuses avec un phénomène de machine à laver. En fait, vous êtes aspiré par la rivière et vous êtes coincé au fond de l'eau. Il y a des pratiques de big jump, donc de saut depuis des ponts, et puis une affluence qui est assez forte, donc vous voyez dès qu'il fait beau. Diapo suivante, c'est pas sans conséquence sur notamment la sécurité. Donc on a de la bobologie entre guillemets assez régulière. On a l'intervention du SDIS, on en a 2-3 en moyenne chaque été, et on a un mort tous les 3-4 ans en moyenne. Autre problématique, c'est les feux, barbecue avec des foyers au sol sauvages, avec notamment des départs de feu. Alors ça fait un moment qu'on n'en a plus, mais on a eu jusqu'à 4 départs de feu par an il y a 3 ou 4 ans, et donc l'intervention du SDIS à chaque fois. Autre problématique, c'est la dégradation de l'environnement. Donc, on a des coupes abusives de bois, soit pour faire de la place pour une petite plage, soit pour faire le barbecue, même sur du bois vert. On a bien entendu un peu de déchets, et on a un phénomène d'érosion de berges avec la photo que vous voyez, donc l'apparition des racines de certains arbres, et par endroits même plus du tout d'arbres à force de piétinement et de pose de serviettes et compagnie. Autre problématique, un petit peu de vandalisme sur les équipements qui sont proposés, un peu de dépôts sauvages aussi en bordure de la réserve naturelle, des intrusions motorisées, alors moto, quad de moins en moins, mais scooter et autres un petit peu. Et dernier point aussi, on a un petit peu de camping et bivouac sauvage, mais ça reste anecdotique. On a par contre un problème de chiens, donc non tenus en laisse et tout le dérangement qu'il peut y avoir derrière pour la faune. Et ce qu'on appelle nous des pratiques marginales, c'est-à-dire c'est de l'exhibitionnisme, du nudisme ou un petit peu de zones de rencontre en bord de périurbains, couples illégitimes ou couples gays qui se rencontrent dans certaines zones reculées. Donc depuis un moment déjà, il y a un dispositif de veille et de prévention qui a été mis en place même avant la création de la réserve naturelle. Donc si on fait un petit historique, donc sur la diapo là, c'est quelque chose qui a été initié par le Sicoval, donc une comité d'agglomération dès 2004, avec l'été des petits jobs souvent étudiants, donc sur des CDD de 2 mois, avec une présence uniquement les week-ends pour de la veille, du nettoyage et du comptage, du suivi. En 2006, il y a eu un accident par contre mortel sur un des sites qui était surveillé, et là ça a changé un peu la donne, notamment par rapport aux élus. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, avec notamment en 2008 un arrêté municipal d'interdiction de baignade dans un des secteurs dangereux. Et à partir de 2009, création de ce qu'ils appelaient une équipe locale de veille, en gros qui rassemblait le CSPD de la communauté d'agglo, les gendarmes et les pompiers notamment. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu une présence plus quotidienne de 2 personnes, 2 agents en semaine et week-end, avec une professionnalisation et aussi le recrutement d'un garde champêtre à partir de 2010. Donc là, on est plutôt sur une phase de prévention, de sensibilisation un peu plus accrue que ce qu'il y avait auparavant. Et à partir de 2011, le recrutement de ce qu'on a appelé éco-garde, donc jusqu'à 4 en 2015, avec une présence quotidienne et aussi l'assermentation du garde champêtre qui a permis de développer la phase de prévention, réglementation et répression.
Et donc en 2015, création de la réserve naturelle, ce qui a donné à partir de 2016 donc la prise en charge de ce dispositif d'éco-garde par la réserve et qui a été étendu sur l'ensemble de la réserve. Parce que là, on n'était que sur une seule interco et donc là, on l'a développé sur les 4 intercos. Donc, ce qui fait que le dispositif, à partir de 2016, s'est un peu étoffé avec des éco-gardes, toujours le garde champêtre et un conservateur de la réserve naturelle qui n'était pas encore assermenté. Et entre 2007 et 2020, on a augmenté l'effectif d'éco-gardes, donc on est monté jusqu'à 6, et on a surtout assermenté 2 agents de réserve naturelle pour le pouvoir de police et le respect de la réglementation réserve naturelle. En 2021, pour l'été à venir, là, donc on augmente encore les effectifs, on monte à 8 éco-gardes, donc ils n'ont pas de pouvoir de police, qui ne sont pas assermentés, toujours 2 agents réserve assermentés et un saisonnier garde technicien qui ne sera pas assermenté mais qui aura quand même un rôle de surveillance et de prévention sur le territoire. Et tout ça se fait bien entendu avec en relais les polices municipales des communes, des 11 communes et des gendarmeries concernées. Donc il y a 4 brigades concernées. Sur la diapo suivante, c'était juste pour rappeler un peu et montrer un peu l'imbrication des compétences de chacun, sachant que la réserve a bien sûr le rôle d'application du règlement de la réserve et du pouvoir de police par rapport à l'environnement. Donc ça se traduit par des agents assermentés et la présence d'éco-gardes. Les communes gardent les compétences de police générale, maintien de l'ordre public et notamment police de la circulation et du stationnement parce que tout ce qui est parking et voirie se situe en périphérie de la réserve et donc les agents en réserve ne sont pas compétents. Et aussi tout ce qui est gestion des risques et usages, notamment hygiène, sécurité et des eaux de baignade sont de la compétence des communes. Au niveau des intercos, et là c'est l'exemple du Sicoval, certaines sont propriétaires et gestionnaires de certains espaces, et donc interviennent à ce titre, notamment tout ce qui est entretien de sentiers ou d'équipements. Et jusqu'à la création de la réserve, le Sicoval assurait aussi cette fonction de veille et de prévention avec des saisonniers. Et dernier maillon, si je puis dire, c'est la gendarmerie et le SDIS, donc là des services d'intervention de secours et d'urgence qui interviennent donc plus ponctuellement et avec qui on a des relations assez régulières. Et ça se traduit sur le terrain par trois échelles, on va dire, avec donc les éco-gardes qui sont vraiment là pour faire de la prévention et de la sensibilisation, donc qui sont là quotidiennement et qui dénouent, on va dire, 80% des problèmes de fréquentation qu'on peut rencontrer. En second rideau, on aura donc les agents de réserve assermentés, les policiers municipaux et gardes champêtres si besoin pour assurer une répression. Et dans des cas plus extrêmes, le troisième rideau, donc c'est la gendarmerie et les pompiers. Vous m'entendez toujours ? Allô ? Oui, oui, très bien. Ça coupe. Ah, d'accord, merci. Ah, il y en a beaucoup qui coupent ? Ouais, moi ça coupe un petit peu. D'accord, parce que moi effectivement ça passe très très bien là par téléphone, j'ai aucun souci. D'accord. Donc en 2020, comment ça s'est traduit ? Donc il y avait 6 éco-gardes non assermentés, donc c'est des jeunes qui sont recrutés en service civique pendant 6 mois. Initialement c'était des CDD de 2 mois avant que ce soit réserve, et là c'est passé en service civique de 6 mois, et qui sont là quotidiennement en patrouille de 2 binômes à minima entre juin et septembre. Avec donc l'appui quasi quotidien des 2 agents réserve assermentés plus le saisonnier. Le garde champêtre donc du Sicoval intercommunal qui est présent tous les week-ends entre mi-mai et mi-septembre. Et donc ponctuellement on fait appel aux policiers municipaux des autres communes et gendarmerie. Le SDIS toujours en soutien. La formation de ces jeunes de ces éco-gardes sont assurées avec plusieurs partenaires dont le Sicoval. Les pompiers qui assurent notamment une journée de sensibilisation sur tout ce qui est comment donner l'alerte, quoi faire en cas de pépins et autres. Il y a aussi une formation PSC1 premier secours qui est donnée en amont de la mission. Et Graniota, en fait, c'est un partenaire qui fait du location de kayak et qui fait découvrir aux jeunes les dangers de la rivière et une visite de la réserve en kayak. En parallèle de ça, bien sûr, on a des missions de police que je ne vais pas détailler forcément ici, mais je peux y répondre si besoin. Sachant qu'on fait des opérations interservices en soirée et week-end, donc avec gendarmerie, OFB, police municipale et police rurale,
Et en 2020, on en a réalisé 8. 9 étaient prévus, une a été annulée. Donc c'est des opérations un peu, on va dire, coup de poing, où on essaie de venir en nombre et on essaye aussi de faire une communication derrière dans la presse locale ou ce genre de choses. Donc juste pour préciser les missions des éco-gardes, donc ils sont là vraiment pour de la sensibilisation, de la prévention. Ils font une veille sur les bonnes pratiques et trouver un équilibre entre l'accueil du public et le respect des milieux naturels. Donc ils vont vraiment à la rencontre des usagers, des visiteurs pour de la sensibilisation. Ils gèrent les conflits d'usage potentiels s'il y a entre par exemple kayakistes et pêcheurs ou ce genre de choses. Et donc vraiment concilier cette fréquentation avec les enjeux écologiques. Donc, durant leur patrouille, ils font de l'information, de la sensibilisation, de la prévention, de la surveillance. Ils travaillent que les après-midi, généralement. Donc, en semaine, c'est 13h, 19h. Et le week-end, on étend un peu entre 12h et 20h. Et ils ont des itinéraires, des sites à parcourir de manière ciblée en fonction de la fréquentation qu'il y a et des enjeux écologiques qu'on y connaît. Ils ont aussi un rôle de sensibilisation du public et d'animation nature. Ils ont des stands, par exemple, qui tiennent à l'entrée de certains sites ou sur les parkings. Ils organisent certaines balades l'été. On appelle ça les mercredis des éco-gardes. Donc c'est pour vraiment pour le grand public, des visiteurs qui viendraient. On fait des petits groupes et on part sur la réserve pour découvrir un peu la faune et la flore. On fait aussi des balades en kayak toutes les semaines, donc c'est les éco-gardes qui assurent cette mission-là. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont sensibilisées via ce canal. Ensuite, ils font aussi des chantiers, chantiers nature sur les plantes exotiques ou certains milieux où il faut intervenir. Ils assurent aussi tout ce qui est réparation, remplacement, nettoyage des équipements, de la signalétique. Ils participent aussi, autant que faire se peut, à nos missions de connaissances scientifiques, donc suivi, inventaire, faune et flore. Et ils ont aussi, en fonction des compétences, participé au développement de certains outils de communication de type poster ou de jeux pédagogiques qui peuvent amener sur site et développer avec les visiteurs. Et dernier volet, ils participent aussi à l'organisation et la tenue d'événements et de manifestations sur la réserve naturelle, notamment la fête de la réserve qui se tient en septembre. Donc là, ils sont aussi fortement mobilisés. Donc rapidement, j'ai pas pu tout dire, mais pour conclure, on pourra échanger après si vous le voulez bien. Un petit bilan synthétique. Donc en positif, en retour, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a vraiment depuis avec ce dispositif de veille et cette équipe d'éco-garde et un renforcement continu des partenariats, notamment avec les pouvoirs de police et les pompiers. Par contre, le point de vigilance que je mettrai, c'est un certain désengagement des collectivités qui se repose de plus en plus sur le gestionnaire de la réserve naturelle. Donc c'est un point de vigilance à avoir, sachant que le pouvoir, notamment de police, de voirie, de stationnement, de sécurité, revient quand même aux collectivités. On est aussi sur un public de plus en plus conscient. Oui, allô? Oui, non, c'est bon. Vous m'entendez? Excusez-moi, ça a coupé. Oui, on t'entend. D'accord. Donc on est sur un public de plus en plus conscient grâce à l'équipe d'éco-garde de l'existence d'une zone protégée. Effectivement, on parlait d'équipement tout à l'heure et de panneaux, mais la présence humaine, on voit qu'il y a quand même un impact supplémentaire et indispensable. En point de vigilance, il y a quand même un travail à faire, une nécessité de travailler avec les collectivités sur les accès et parkings, et puis le rôle important du pouvoir de police municipale sur tout ce qui est stationnement notamment. Donc pour nous, derrière, il y a aussi un problème de saturation des équipements, je disais tout à l'heure, avec des pics réguliers. Sur les feux, on note depuis la mise en place de ce dispositif une baisse des feux sauvages, malgré une forte affluence. Par contre, la simple présence d'éco-gardes non assermentés, je pense, n'a pas suffi et il y a vraiment un besoin de répression un peu plus dissuasive, donc avec malheureusement de la répression.
Ce qu'on constate maintenant, c'est aussi des feux encore présents, mais plutôt en soirée et dissimulés. Donc c'est des gens qui sont conscients de l'interdiction et qui se cachent pour faire les feux. Sur la pratique de baignade, donc l'intervention des éco-gardes est assez dissuasive chez les plus jeunes. Sur les zones vraiment dangereuses, on fait sortir les gens, on fait sortir les baigneurs, et donc il y a un rôle assez important des éco-gardes. Au final, il y a peu d'incidents, d'accidents au regard de la fréquentation. Par contre, là, on est clairement en limite de compétence pour nous, gestionnaires d'une réserve naturelle. Donc, on fait un rôle de prévention, mais c'est pas forcément notre mission principale. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est quand même une augmentation et de nouvelles pratiques dangereuses sur le corridor fluvial, donc avec des sauts, le big jump de sauts depuis des ponts, et le développement de bouées gonflables, sachant qu'on est quand même dans un milieu fluvial, donc avec des courants, des zones dangereuses, et une méconnaissance aussi du public citadin qui vient la plupart du temps en bord de rivière, donc avec des dangers non négligeables. En termes d'atteinte à l'environnement, on a un travail de plus en plus centré depuis la création de la réserve sur la conservation et la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels. Et ce qu'on constate, c'est que le public fréquentant la réserve a ces mauvaises connaissances des milieux, de leur fragilité et des bonnes pratiques, de la bonne conduite à avoir par rapport à ces enjeux-là. Et on constate aussi un étalement de la fréquentation tout le long du corridor fluvial, et d'autant plus depuis 2020 et le fort, l'affluence record qu'on a pu avoir, et puis aussi un phénomène que les gens veulent s'éloigner les uns des autres maintenant aussi. Donc on a un phénomène d'étalement sur tout le linéaire. Et dernière diapo pour conclure, par rapport aux déchets. Donc depuis que les éco-gardes sont sur site, on a vraiment un volume de déchets qui a diminué. On est passé à plusieurs milliers de litres collectés chaque été à quelques centaines à peine maintenant. Donc a priori, le discours des éco-gardes est assez efficace. Ça incite quand même un travail avec les collectivités sur tout ce qui est point de collecte, parce qu'on a encore quelques soucis et des saturations de certains équipements. Sur les chiens, on note une certaine sensibilisation avec un public régulier qui a conscience des enjeux et de la nécessité de garder son chien en laisse. Par contre, on a clairement un problème de communication avec un certain public très réfractaire sur cette thématique-là, mais je pense que certains d'entre vous ont la même situation. Sur tout ce qui est intrusion motorisée, la présence de patrouilles d'éco-gardes et surtout de gardes assermentés est assez dissuasive. On a une diminution de la fréquentation motorisée. Mais a priori, ça reste quand même les équipements qui sont les plus efficaces pour gérer cette problématique. Et on a quand même toujours un contournement de certains habitués qui connaissent les failles du système. Sur les pratiques marginales, donc zone de rencontre, exhibitionnistes et compagnie, clairement, la présence d'une équipe sur le terrain a fait déplacer en tout cas ce genre de problème. Et là encore, on est quand même en limite de compétences pour nous, gestionnaires d'une réserve naturelle. Donc on se repose beaucoup sur les forces de police et notamment gendarmerie. Et c'est par contre un phénomène qui fait l'objet d'une promotion vraiment sur Internet. Donc là, il y a peut-être besoin aussi d'une veille à faire sur Internet et voir comment se développe cette pratique et où et les horaires, etc. Dernier point, c'est sur les conflits entre éco-gardes et usagers. Les interventions des jeunes auprès des visiteurs se fait de manière assez sereine. Finalement, il y a très peu de conflits. On a quelques altercations, mais vraiment exceptionnelles. Et c'est souvent parce que soit l'approche des éco-gardes n'a pas été la plus appropriée ou un contexte, par exemple, de forte canicule, de vent, et on sent des gens qui sont un peu agressifs. 2020 et on va voir 2021 est un peu particulier avec clairement un rejet de l'uniforme, sachant que les éco-gardes ont une tenue uniforme mais n'ont pas de pouvoir de police. Donc ce qui fait qu'ils ont aussi cette chance-là qu'ils peuvent aborder le public de manière un peu plus, on va dire, sereine et pas avec ce côté police. Par contre, pour nous, agents assermentés, on sent une évolution et un rejet clairement de l'uniforme. Et on a toujours, par contre, le rejet de certaines interdictions avec du vandalisme sur certaines barrières, panneaux, surtout en début de saison. Voilà. Je crois que j'ai
fini. Oui, merci donc pour votre attention. Et puis, je m'excuse pour tous ces soucis techniques et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Mathieu. Bon, les soucis techniques, ce n'est pas de ton fait. Il y en a dans chaque petite visio, chaque webinaire. On a toujours quelques aléas. Du coup, je t'invite. Alors non, mais c'est pas toi qui avais le partage d'écran, donc c'est parfait. Et donc, allons-y pour les questions. Vous pouvez rallumer vos caméras également pour qu'on ait des visages. Et sinon, moi j'ai une question pour lancer. En attendant, je pense que je sais pas si les autres se posent la même que moi, mais en termes de financement, parce que vous êtes quand même bien doté en éco-garde, garde, etc. là sur les périodes estivales. Donc ça, vous êtes financé dans le cadre des dotations pour la réserve ou vous avez d'autres sources de financement? Comment vous faites pour Alors, le budget de la réserve régionale, on va dire, pour simplifier, c'est 60% la région, 10 à 20% en fonction des années agence de l'eau, plus le département de Haute-Garonne. Et après, on a le financement de certaines intercos. Et après, on fait appel à des fondations ou d'autres appels à projets si besoin pour compléter le budget. Par contre, c'est pas un dispositif qui est forcément coûteux, sachant que les services civiques, en fait, la majorité, c'est financé par l'État. Donc, c'est pas du personnel forcément. Enfin, les frais de fonctionnement sont pas énormes au final. Donc, nous, en fonctionnement, on a vraiment 2 agents assermentés plus un saisonnier à financer, on va dire. Et du coup, c'est des personnes qui sont différentes chaque année. Et pardon, Ludovic, je n'avais pas vu. Non, mais vas-y, si tu veux, je parlerai après, il n'y a pas de souci. Non, très rapidement, c'est des personnes du coup qui sont différentes chaque année. Le temps de formation ce sont des services civiques, mais le temps de formation, etc., est pas trop important. Enfin, ça. Alors oui, la contrainte du service civique, effectivement, c'est des équipes qui changent tous les ans. C'est 6 mois minimum. Et il faut qu'ils aient moins de 25 ans, enfin moins de 25 ans révolus. Donc on assure 15 jours de formation à minima dès qu'ils arrivent. Donc on fait des temps en salle sur le terrain, on fait des mises en situation, puis d'autres activités. Et après on assure chaque semaine on fait un débrief avec les éco-gardes et on fait des tournées en commun, surtout au début, et après ils sont assez autonomes au final. Mais on assure 15 jours de formation au début, on les lâche pas comme ça dans la nature. Ouais. Merci. Ludovic? Oui, alors moi déjà je vous remercie pour la présentation très intéressante. J'aurais presque pu faire la même avec exactement les mêmes menaces et les mêmes actions et les mêmes problématiques, les mêmes constats. Mais du coup ça m'amène à certaines questions. Déjà, par rapport aux patrouilles d'éco-volontaires en service civique, est-ce que c'est assez bien perçu par le public? Je sais que nous, on a toute une catégorie de publics qui sont même assez réfractaires, tu l'as dit, à l'uniforme, mais qui sont même réfractaires à toute forme de sensibilisation et frein à leur liberté personnelle et individuelle, et savoir un petit peu comment vous assurez la sécurité de ces éco-volontaires sur le terrain. Est-ce qu'il y a un lien direct, je sais pas, des moyens de communication, des patrouilles en soutien, voilà un petit peu comment vous organisez tout ça. Alors oui, avec le public, ça se passe plutôt bien. En fait, ils ont le rôle, on va dire, des gentils. On leur dit vraiment qu'eux, ils font de l'information, de la prévention. Donc, ils sont là pour informer le public qu'ils sont en infraction ou qu'ils n'ont pas la bonne pratique et que derrière, si besoin, ils risquent de se faire verbaliser par un agent assermenté. Ce discours-là, jusqu'à maintenant, était assez bien perçu. Le fait que ce soit des jeunes aussi est assez bien perçu. Par contre, clairement, il y a certains publics qui soit dénigrent complètement ces éco-gardes, donc ils ne tiennent pas compte du tout de ce qui est dit. Mais c'est rarement monté, on va dire, dans les tours sur le terrain.
Et en soutien, donc ils sont en permanence. Enfin, on avait réfléchi à leur donner des talkie-walkie ou ce genre de choses, mais au final, maintenant avec les téléphones portables, ça marche même mieux. Donc ils ont un téléphone portable à disposition et donc ils ont une ligne avec nous directe. Et après, donc le week-end, il y a le garde champêtre donc d'une interco qui est là tous les week-ends en soutien. Et nous, on assure un minima un week-end tous les 15 jours ou les 3 semaines en fonction de la saison. Et puis la semaine, on est là tout le temps, ouais. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu aux attentes. Si, c'est ça. Quand tu dis on est présent en soutien ou le garde champêtre est présent en soutien, c'est un soutien sur le terrain ou c'est une astreinte téléphonique ou une astreinte au bureau, j'en sais rien. Et autre petite question, est-ce que vos éco-volontaires ils font des patrouilles en soirée également ou est-ce que c'est uniquement en journée? Alors il y a un soutien terrain. Donc le garde champêtre, il est sur le terrain tous les week-ends du 15 juin au 15 septembre. Nous, on est en soutien sur le terrain en semaine et le week-end, c'est tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et après, sinon, il y a une astreinte téléphonique. Donc clairement, ils peuvent nous appeler quand ils sont sur le terrain, il y a toujours quelqu'un qui leur répond. Par contre, ils ne patrouillent pas le soir. Au plus tard, ils finissent à 20h. Et en soirée, on prend le relais, nous, agence Armonté, et on est toujours à plusieurs. Donc les jeunes ne patrouillent pas le soir. Oui. Donc ça veut dire qu'on rate aussi une fréquentation qu'on sait, nocturne, et notamment sur les aspects feu. En journée, on en a de moins en moins le midi, mais le soir, clairement, il reste encore cet aspect-là. Mais par contre, on n'envoie pas les jeunes en service civique sur cette période-là. Merci. Une autre question. J'ai beaucoup de caméras éteintes. Est-ce que les participants sont toujours avec nous? Je donne pas de nom, vous avez vu, je fais pas de délation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'était très clair? Moi, j'en ai une rapidement aussi, du coup, Mathieu. Je me demandais si il y avait autant de surveillance sur, enfin, du coup aussi pour toi éventuellement, Ludovic, si il y avait régulièrement autant de surveillance sur les autres sites, ou si c'était vraiment lié au fait que ce soit un site en contexte périurbain, donc du coup avec des problématiques plus prégnante, mais Ludovic, tu avais l'air de dire que tu avais les mêmes problématiques toi sur tes sites. Je me souviens plus exactement s'ils sont en contexte périurbain ou pas. Voilà. Est-ce que c'est... Si je peux te répondre, nous on est vraiment en contexte périurbain. Déjà on est sur le littoral, donc pendant toute la période qui va d'avril jusqu'à fin septembre, on a une affluence de population sur le littoral et on est à 10 km de Montpellier et 15 km de Sète. Donc des gros centres urbains, un gros potentiel de population peut venir sur nos sites avec un panel j'allais dire d'infractions, mais pas d'infractions, d'incivilité et une fréquentation très très importante. Et comme la réserve, on a des patrouilles d'éco-volontaires, également mises en place par des services sous forme de services civiques pendant la saison estivale, un petit peu moins nombreux parce qu'on n'en a pas autant, et en renfort avec les gardes du littoral qui sont assermentés, commissionnés, qui viennent appuyer sur ce dispositif-là également. Donc c'est à peu près les mêmes dispositifs qu'on peut avoir effectivement. Il y a une question dans le chat de Camille qui a dû partir, effectivement. On a un petit peu dépassé le timing, mais enfin, sentez-vous libre de vous déconnecter si vous avez d'autres choses. Mais elle demandait du coup, pour quantifier la fréquentation, est-ce que vous utilisez des éco-compteurs? Non, oui, c'est ce que je disais en intro. On n'a pas encore mis en place des éco-compteurs. Donc la fréquentation que je vous ai affichée là, c'est vraiment une fourchette basse. En fait, on fait des comptages, donc ça c'est les éco-gardes, les services civiques qui font ça, on fait des comptages parking, donc de véhicules. Et donc on estime après à 2-3 personnes par véhicule, ce qui nous donne les chiffres que je vous ai présentés.
On n'a pas encore mis d'éco-compteurs, sachant que effectivement il y a beaucoup de randonneurs et de VTTistes qui viennent toute l'année sur la réserve. Et là, on n'a pas encore de chiffres à donner. Ouais. Sur les kayakistes, par contre, on a des chiffres assez fiables parce qu'on demande aux loueurs de bateaux et aux clubs leur fréquentation. Donc, on a quelque chose d'assez fiable. Mais c'est vrai qu'il nous manque l'aspect pratique libre, non encadré de vélo et randonneurs. Nous, on a des éco-compteurs sur nos sites. Alors ça dépend exactement les sites, mais notamment sur le site des Salines, on en a un à chaque entrée de site. Et rien que sur la période 2020, on s'est rendu compte d'une augmentation de la fréquentation de plus 50% sur le site, quoi. Ouais, on a la même augmentation, ouais, effectivement, sur la réserve, plus 50% l'été 2020. Avec aussi, ce que j'ai pas dit, un été très chaud et sec dès le mois de mai, donc avec une recherche aussi de proximité de l'eau par les visiteurs et puis des niveaux d'eau aussi très bas, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de zones de plage plus ou moins officielles, donc ce qui a accentué la fréquentation. Ouais. Alors, on a quelques participants qui se déconnectent et qui nous demandent justement s'ils on peut leur transmettre tes coordonnées, Mathieu, pour plus de questions oui, bien sûr. Par la suite. Je pense qu'effectivement, on va pas tarder à conclure, peut-être prendre une dernière question. On a un petit peu dépassé. Ce qu'on fera, c'est que comme d'habitude, on va vous envoyer un mail du coup avec les coordonnées de tous les participants au webinaire aujourd'hui et donc des intervenants, ainsi que les liens pour accéder sur notre site internet aux diaporamas qui ont été présentés aujourd'hui et éventuellement aux textes qui ont été et les quelques compléments qui ont été mis dans le chat. Voilà, Sophie qui nous met la suite de la programmation, c'est parfait pour les prochains webinaires. Vous aurez donc les thématiques. Le mois prochain, ce sera sur le partage des connaissances techniques pour une bonne gestion des infrastructures agro-environnementales. Voilà. Est-ce qu'il y avait quand même une petite dernière question pour pas couper court et pour avant que nous concluions? Non. Bon. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été présents et pour votre participation. Un grand merci aussi aux intervenants, encore plus. Et donc, je vous dis à bientôt et bonne journée. Merci à vous.